ne pouvez pas avoir une journée sur les médias sans parler de la guerre, les guerres qui sont partout en Europe, mais également cette guerre qui a conduit à faire le premier numéro de la Tribune dimanche, dans les conditions du direct, le jour du 7 octobre 2023. Donc la une était la guerre qui sidère le monde. Et j'ai envie peut-être de commencer, puisque nous avons la chance d'avoir des représentants qui connaissent très bien et le monde arabe et le Proche-Orient, mais peut-être votre réaction comme journaliste, peut-être qu'en commençant avec vous, Faisal, si vous voulez bien, votre réaction comme journaliste face à cette guerre qui est arrivée et qui, c'est l'enjeu de cette table ronde, est devenue tout de suite une guerre, j'allais dire une guerre mondiale. C'est pas du tout une guerre régionale, c'est une guerre dont l'impact est absolument partout. Et profitez-en peut-être pour présenter Arab News en quelques minutes. So first of all, it's a pleasure to be with you. Il faut couper le retour. Oui, alors vous allez avoir le retour en même temps. That's the problem. So it's a pleasure to be with you. Thank you so much. It's a pleasure to be in Marseille for this forum, and it's a very important question. Allow me to be a bit provocative and disagree with your suggestion that this is a local war. Actually, and I quote New York Times columnist, this is the Second World War. He believes with the social media and weaponized social media. The First World War was Ukraine. Gaza is the Second World War. Because everybody now is a stakeholder, we've seen impact on local elections in Europe. We've seen impact on campuses, university campuses in America. It is a key talking point in the presidential debate. I would like to also quote another columnist who I happen to know very well, the veteran columnist from the Washington Post, Jim Hoagland, who said the West regularly make a mistake by thinking if they leave the Middle East is going to leave them. So we are all in this together, and I think the immediate reaction of October 7th was this needed to be contained quickly, and adults needed to be in the room. However, unfortunately it wasn't, and we are where we are today. Let's put aside the painful human tragedy, human losses. Any lost life on both sides, whether they are Israeli Jews or they're Arabs, is a life too many, but there's a big wasted opportunity. For the first time, the region had a genuine opportunity for economic prosperity, for integration. All of that was as early as September, before the October 7th attack, was being discussed and had a genuine prospect. Apart from the lives lost, the tragedy, we are also missing a very important opportunity for integration and economic development, which would be good for the Middle East and good for the rest of the world. Let us not forget the importance of the geography of the region. This is where most of the energy supplies for the world goes through, and most of the shipping goes through as well. Thank you. Maybe I will continue in English. Maybe it's better for everyone. Maybe Mina Al-Raibi, so you are from Abu Dhabi. What was your reaction during the October 7, the beginning of the war? How did you react as the manager of a media to prepare all your journalists for what is going? And I agree with you, Faisal, it was at the beginning a world war, not a local war. Thank you. I'm sorry I can't be with you in person, and I hope you can hear me clearly. So the immediate reaction was to appreciate this is a major event when the Hamas attack happened on 10th of October. The breadth of the attack, the way it happened, the timing, made it clear that there would be incredible repercussions.
And unfortunately, we're seeing that to this day, and it seems that it will continue for months on end. For us, managing a newsroom, of course, and as many people in the audience will appreciate, the immediate thought was, how do we make sure that we're covering this accurately, with speed, and also looking at the ramifications, which, as I said, just day one were clear. Since then, we've continued to cover it daily. It has not dropped off our homepage or our front page. Unfortunately, often wars we find after the first 100 days, they start to go behind the scenes or back of mind, for some people, as other news events take hold. But for us, this is an incredibly consequential war. And as both you and Faisal have said, it's going to have ramifications for the region and for the world for years to come. And the concern, of course, is that in addition to the terrible loss of life, there's also the ramifications in terms of what this means for a global order that was already in disarray. We mentioned the Ukraine war, of course, but even before the Ukraine war, the disastrous withdrawal from Afghanistan and the signal that militants who had been branded terrorists for 2 decades were suddenly allowed to go back and take control of Afghanistan with the withdrawal of American and NATO allies from Afghanistan. So from 2021, we have been living through a very uneasy period. And of course, the occupation of Palestine predates for many decades, ramifications of the Iraq War. This is all coming to a head. We see what is happening in Yemen, of course, with the Houthis and what they have been able to do in Sana'a and the havoc that they have wreaked in their own country. But now we see their role at the and we have, of course, militia groups in different parts of the Middle East that are not working for the benefit of their own communities or societies, but have wider reach and geopolitical ambitions, and are undercutting states like Iraq and Lebanon. And so for us in the newsroom, it's pulling these threads together. I'm sorry, I just 1 second. Ok. On va peut-être revenir avec vous, soit sur donc c'est votre rôle. Vous êtes sur le média donc Monte Carlo d'Oulaya. Vous avez également couvert ce conflit. Comment est-ce que vous avez vous-même réagi et peut-être pris en compte le fait que c'est finalement la question géopolitique des médias aujourd'hui qui est en cause dans leur rôle dans un conflit comme celui-là? Tout à fait. Juste pour positionner un peu Monte Carlo d'Oualiya dans son contexte médiatique, Monte Carlo est la radio arabophone du groupe France Média Monde. Donc France Média Monde, c'est 21 langues que nous diffusons pour 255 millions d'auditeurs et de téléspectateurs dans le monde. Monte Carlo d'Oualiya, c'est 30 FM dans le monde arabe, avec 14 millions de contacts par semaine, donc une force quand même importante sur le terrain. Donc le jour où on a eu, c'est arrivé le 7 octobre, Monte Carlo d'Oualiya existe depuis 1972 et on a couvert des guerres. La première guerre du Golfe, la deuxième, la guerre civile au Liban, c'était là où la radio s'est fait connaître dans la zone. Donc le 7 octobre pour nous, c'était tout de suite un tremblement de terre. Nous avons tout de suite été en alerte maximum. Au sein de la rédaction, c'était tous les journalistes, ils n'avaient pas besoin d'avoir ni de directives, ni de coup de fil. Il y a des gens qui sont venus tout seuls pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir. Donc on a tout de suite fait des réunions spécifiques et même au niveau du groupe, parce que RFI et France 24 est aussi sur la même zone et concernée. Donc on a fait des réunions ensemble pour voir comment se déployer, comment couvrir de façon la plus indépendante, la plus libre possible, parce que pour MCD, c'est quelque chose, on est doublement responsable parce que nous diffusons en langue arabe dans une zone qui parle arabe étant un média français. Donc, chaque mot compte.
on a travaillé sur le lexique. Comment on va traiter une information qui va être, enfin qu'on va suivre heure par heure et même minute par minute. La chance que nous avons, c'est qu'on a jusqu'à présent, hein, ils n'ont pas été touchés 2 correspondants très professionnels sur le terrain à Gaza. Nous avons un correspondant permanent à Jérusalem et en Cisjordanie, donc ces gens-là ont tout de suite été mobilisés. On a mobilisé nos correspondants au Liban, en Iran, enfin dans toute la zone. Au Yémen, notre correspondant était parti voir sa famille, on l'a rapatrié parce que tout de suite on a vu que ça allait prendre une ampleur sans précédent. On a après, bien sûr pour la lexique, c'était une des choses les plus importantes, c'est de ne pas tomber dans la propagande ni d'un côté ni de l'autre, suivre, rappeler chaque fois ce qui s'est passé côté israélien, ce qui se passe côté de Gaza et par exemple les témoignages, avoir des témoignages de part et d'autre, de façon et avoir des intervenants israéliens et du côté des victimes à Gaza. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on continue de faire. Ça c'est un peu, bien sûr, avec le temps, ça s'est un peu calmé. Nous avons dès les premiers jours, parce qu'on avait une FM à Gaza, ça a été coupé bien sûr, parce que faute de fuel, on a dû faire un deal avec la BBC qui a une onde moyenne à Chypre pour créer pas FM, mais pouvoir diffuser de façon éphémère sur Gaza pendant 1 heure pour qu'ils aient accès à une information libre et indépendante. Parce que je sais que dans le... Alors, c'est un peu toute la question. On a parlé ce matin des problématiques de fake news et de guerre informationnelle. Peut-être Bernard de la Villardière, vous qui avez ce recul avec une vision quand même de tout un tas de conflits auxquels vous avez en tout cas été amené au travers de vos reportages, d'enquêtes exclusives chez M6, etc., et eu l'occasion d'observer. Comment est-ce que vous voyez cette évolution aujourd'hui des enjeux géopolitiques qui viennent percuter le monde de l'information ? Je pense que les chaînes satellites ont une grande importance et ce qui fait qu'aujourd'hui le conflit israélo-palestinien est structurant sur le plan mondial. En effet, car lorsqu'il y a eu les intifadas notamment, eh bien, à Dakar, mais aussi à Calcutta ou ailleurs, les foyers musulmans recevaient pratiquement en direct les effets de cette guerre des pierres, de la répression israélienne, etc. Et donc il y avait une solidarité qui se nouait et qui faisait que... C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, notamment les États-Unis du temps de Barack Obama, ont eu le tort de ne pas traiter davantage ce conflit et de ne pas tenter de le résoudre. On l'a laissé finalement... s'empoisonner peu à peu. Concernant Enquête exclusive, qui est l'émission que je présente depuis une vingtaine d'années, c'est vrai que chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose sur ce conflit, et on l'a fait tous les 2 ou 3 ans régulièrement, eh bien, ça a été très difficile à gérer sur les retombées médiatiques, sur les réactions des uns et des autres, etc. C'est toujours extrêmement violent parce qu'on essaie d'être impartial, mais on nous accusait d'impartialité à la fois d'un bord et d'un autre. Et je me souviens d'un reportage qu'on avait fait sur Israël et les territoires occupés, où on racontait comment finalement les extrémistes des 2 bords travaillaient un peu sur les mêmes sujets, en essayant de fouiller le sol pour justifier le fait qu'ils étaient là avant, que les Israéliens étaient là avant les Palestiniens avant les Israéliens, etc. Ce qui a fait que j'ai même reçu une lettre du CRIF me traitant d'antisémite. Et par ailleurs, je recevais des menaces et j'ai été sous protection policière parce que je recevais des menaces des fondamentalistes musulmans. Donc c'est des sujets très compliqués. Quand on regarde les évolutions aujourd'hui, on en a parlé avec l'IA, avec les fake news qui prennent une dimension grâce aux réseaux sociaux beaucoup plus grande. Comment est-ce que les journalistes, comment les médias peuvent mettre en place, on appelle ça du debunking aujourd'hui, en faisant notre travail, en faisant de l'éducation à l'utilisation des réseaux sociaux. On ne va pas supprimer les réseaux sociaux. Je pense que, un peu comme Eva Vedrine le disait tout à l'heure, les fake news, ça a toujours existé. Aujourd'hui, effectivement, grâce aux nouvelles technologies, ça s'est complexifié. Mais j'aime à dire aussi que les contenus sur les réseaux sociaux
Pour 95%, c'est des contenus bienveillants. Nous usons tous les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc., pour communiquer avec nos amis, avec notre famille, on échange des photos, etc. Donc les contenus des réseaux sociaux, pour l'essentiel, c'est des contenus pas vraiment haineux, mais ce sont des contenus, au contraire, qui sont plutôt positifs et qui relient les hommes entre eux. Un peu comme l'information. Voilà, pour revenir à ce conflit israélo-palestinien, nous, en enquête exclusive, M6, on l'a couvert très vite après le 7 octobre. Je me suis rendu sur place. Et c'est en effet difficile de faire une émission de prime, ou de deuxième partie de soirée sur ces sujets. Et j'ai passé une journée à Be'eri, dans ce kibbutz israélien à la frontière avec Gaza, qui a été victime de cette tragédie. Il y a eu une centaine de personnes qui ont été assassinées, souvent chez elles, par les tueurs du Hamas. Et le lendemain, j'étais en Cisjordanie et j'étais aux côtés des agriculteurs palestiniens. Il y en a plusieurs centaines d'entre eux qui ont été tués après le 7 octobre, et ça continue aujourd'hui encore, parce que les colons israéliens se sont servis de cette tragédie qui avait frappé leur peuple pour se venger sur les Palestiniens de Cisjordanie qui n'y pouvaient rien. Et donc voilà, il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos comme ça de tragédie, mais je voulais... Le cœur de notre métier, finalement, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et d'essayer de comprendre sa souffrance pour que la partie adverse comprenne la souffrance aussi de l'adversaire. Et je pense qu'il y a un film libanais qui est magnifique d'ailleurs, qui s'appelle L'Insulte, et que je vous recommande, de Ziad Douairi, qui est un réalisateur libanais, et qui raconte ça. Comment, en fait, résoudre les conflits. Une des manières de résoudre les conflits, c'est d'essayer de comprendre la douleur de l'autre. Et si l'autre comprend qu'on a intégré sa douleur et on l'a comprise, eh ben, il y a un grand pas qui est fait. Faisal, on en parlait, we spoke about that before. Is it possible to speak freely when you are a journalist in Riyadh about what is happening in Israel, between Israel and Gaza? And how do you manage to do that? Well, of course, thank you for that question. I think it's a very important one, and it's important with this sophisticated audience to be fully honest. We don't, unlike the United States, for example, we don't yet have something that is the equivalent of the First Amendment. So absolute freedom in the way that our colleagues, for example, in the New York Times or the Washington Post or the other newspapers in America, for example, enjoy, we don't. I happen to also be been elected as a vice president of the Saudi Journalism Association or Union. And as you know, we are going through this vision of reforms, where in the core of it is transparency, setting targets and KPIs and deliverables for government officials. There are a number of initiatives that are being worked on. So we're not where we should be today, but I'm confident where we're going. With regards to the Israeli conflict, it's really not a matter of what we can or cannot report on. It's a matter of opinion. And the problem, I think, worldwide is when people mix opinion with facts. I'll give you an example, and just to your point about being criticized from both sides. As strongly as I feel towards what's happening, like the rest of the world, towards what's happening in Gaza, I cannot go and declare what happened a genocide because I am not the authority that labels it as such. I think it has all the characteristics of a genocide, but just because a lot of people want us to say that, that does not mean it gives us the right as a newspaper to declare it as such. So this is, I think, where the tension sometimes happen, where the accusation some happens. But I think on reporting, we've done it very fairly. In opinion, we've given it fairly. I think the real issue here is a lot of people, and I know many of you wouldn't expect me to praise the Israeli press, but I'm here actually to praise the Israeli press on their coverage. But the problem is nobody is listening to what they're saying. In fact, it was the Israeli press that said a lot of the 1,200 people killed on October 7th were killed by friendly fire from Israel. It is the Israeli press. In fact, on October 8th,
Tal Schneider, the famous columnist in the Times of Israel, wrote a column saying for 16 years Benjamin Netanyahu empowered Hamas and now we are paying the price. The reality is everybody asks, do you condemn Hamas? And the response is, if you do condemn Hamas, then you must condemn Netanyahu, because his survival strategy for the past 16 years, and again, this is quoting Israeli press, is to create a division between the elected Palestinian Authority, the legitimate Palestinian Authority, discrediting them in the West Bank where Hamas does not exist, and empowering Hamas in Gaza for several reasons, making them look more efficient, creating a division or a wedge, so that his position is, we would love to do peace, but there's no partner, there's no unified partner to deal with. So, you know, a lot of people seem to be missing that part. And of course, when we say it, people say, well, you're an Arab newspaper, you're expected to say that. But that's a fact, and facts are stubborn things. Souad, peut-être nous donner une expérience au-delà du cas du conflit israélo-palestinien. Vous êtes une radio française en langue arabe et on écoutait dans le monde entier. Vous avez d'autres pays où vous avez pu connaître peut-être des difficultés. Vous en parliez tout à l'heure, en Afrique notamment. Comment ça se passe ? Oui, si on doit parler de liberté, nous notre credo, bien sûr, c'est de faire cette information libre, de parler de tout, de parler des sujets tabous, mais ne jamais aller vers la confrontation ou à la recherche du sensationnalisme. Donc on parle de tout. C'est une radio généraliste tout en ayant l'information comme colonne vertébrale. Donc on a des censures, par exemple, dans des pays qui n'aiment pas notre façon de traiter l'information relative à des informations politiques. Au Soudan, par exemple, on a été coupé. Au mois de mai dernier, on a été coupé parce qu'on a reçu dans une des émissions un défenseur des droits des personnes transgenres. On a été coupé du jour au lendemain et après on a su que c'était parce que les valeurs n'étaient pas les mêmes. Donc on est souvent sur des valeurs différentes. Nous sommes obligés de faire, d'avoir recours à des moyens de contournement pour rester connectés à notre public par le satellite, par des réseaux sociaux, par des sites miroirs, comme c'était le cas pendant la guerre en Ukraine, où il a fallu pour que les Ukrainiens continuent d'être informés. Ça, je parle de France Média Monde, donc France 24 et RFI. À RFI, par exemple, il y a eu un French bashing au Sahel. Bon, au Mali, ils ont été coupés, France 24 et RFI ont été coupés le gouvernement sur place les a traités d'agences de communication des djihadistes. Au Burkina Faso, on les a traités de la radio des 1000 collines. Donc on subit tous les jours ce genre d'attaques. Par contre, il faut continuer à avoir cette présence avec des FM pour la radio parce que c'est notre bien le plus précieux pour pouvoir être écouté. Par exemple, la BBC, il y a 2 ans, a été obligée de se séparer de beaucoup de FM dans la zone, dans le monde arabe et dans d'autres langues. Où ils ont non seulement eu une chute vertigineuse de leur audience, mais là où ils se sont retirés, il y a eu les Russes qui ont préempté les FM. L'enjeu de la géopolitique, c'est que si vous n'êtes pas présent, quelqu'un d'autre prendra votre place. Et qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, c'est ce que disait Hubert Védrine tout à l'heure. Peut-être Bernard, là-dessus aussi, sur les enjeux géopolitiques, on n'a pas parlé de l'Ukraine, mais il y a ce cas effectivement aussi, les médias, les Russes qui ont coupé un certain nombre de médias, les 80 médias. Comment est-ce que vous imaginez c'est quelque chose qui oui, l'information, ça fait un autre monde. Il y a les guerres de l'information et ça fait partie de la guerre, donc il ne faut pas être naïf sur ce plan-là. On a couvert plusieurs fois la guerre en Ukraine. On a fait 2 films sur la guerre en Ukraine vue de Russie. Dont l'un tout récemment. J'ai été à Moscou tout récemment, j'ai demandé un visa, ça a été compliqué parce que j'avais été en Ukraine, donc ils n'aimaient pas beaucoup l'idée que je vienne à Moscou, mais j'ai quand même été accepté et j'ai été interviewé. On a fait un documentaire sur la vie à Moscou et comment ils contournent les sanctions internationales, mais aussi que pense le peuple russe.
Et alors, évidemment, ils ne pensent pas comme moi, ils ne pensent pas comme vous, sans doute, mais c'était important de montrer cette sensibilité et d'essayer de comprendre comment ils réagissent. Et il se trouve qu'on a été en quête exclusive les tout premiers à faire des films sur le risque et le danger Poutine dès les années 2000, début des années 2000. Et il y a un chiffre qu'on ne donne pas assez, c'est que le personnage historique le plus populaire en Russie aujourd'hui, c'est Staline. Pouchkine arrive en deuxième position. Donc voilà, ils sont encore prisonniers d'un certain nombre de choses, d'une mentalité. Voilà, d'autant que effectivement le mur est tombé, l'ex-URSS est tombé, mais il n'y a pas eu d'opération vérité et justice qui leur a amené à revenir sur leur histoire et à la comprendre et à la juger. Bien, on arrive à la fin de cette table ronde. Merci à tous les trois, et tous les quatre aussi avec Mina, d'avoir participé, et à tout à l'heure.